Bonjour à tous. Cette troisième journée est capitale parce qu'on va vraiment aujourd'hui faire de l'évaluation des risques beaucoup plus concrètement. Donc plus que de la théorie, cette fois-ci on va passer à la pratique. Avant ça, comme j'ai l'habitude de le faire, je voudrais quand même rappeler un peu la journée d'hier, qu'on se remémore les éléments importants qui sont sortis de la journée d'hier. Et souvenez-vous, hier, c'était la deuxième journée, donc on a poursuivi notre petit cheminement, donc pour bien nous familiariser avec les dangers biologiques et les dangers chimiques. Donc la matinée, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Aussi bien dans la chaîne alimentaire, mais on a quand même beaucoup insisté sur les produits de la pêche et de l'aquaculture. On a aussi approfondi notre connaissance des deux premières étapes de l'évaluation des risques, donc l'identification et la caractérisation des dangers. On a été aussi beaucoup plus loin dans ce que c'était les valeurs toxicologiques de référence. On a eu un peu l'occasion quand même de faire connaissance avec des sites qui sont utiles. Celui de Rapid Alert System for Food and Feed, on a vu un peu que c'était facile à utiliser, qu'on pouvait facilement sortir beaucoup d'informations de là. On a vu aussi l'autre site qui dépend de l'OMS, Phoscolab, où on peut trouver des informations sur les plus grands dangers et avoir des informations sur les valeurs toxicologiques de référence et surtout accès aux monographies qui détaillent l'identification et la caractérisation des dangers. Et aussi, on a eu l'occasion de partager un peu nos expériences entre groupes d'experts avec toutes sortes de disciplines qui étaient représentées. Et si je retourne un peu sur ces partages d'expériences, j'ai regardé un petit peu hier des livrables qui sont sortis de ces partages et donc les écrits qui ont été réalisés. Et puis j'essaie de faire un petit peu la synthèse. Et donc souvenez-vous, il y avait un exercice. Le premier, c'était on devait essayer d'identifier les dangers que l'on percevait comme importants. Et on avait dit que ce n'était pas trop important si c'était dans la vie professionnelle, ça pouvait être aussi dans la vie personnelle. Et j'essaie de synthétiser un peu ce qui est sorti. Et en fait, vous voyez, j'ai finalement 4 grandes catégories de dangers qui sont ressortis. Alors la première, il y avait pas mal de dangers qui ont été ressortis qui étaient liés aux eaux usées ou à l'eau souillée. Donc eau usée qui rejoint la mer et qui peut donc contaminer les productions piscicoles, mais aussi simplement les baigneurs qui y vont. Mais donc on a parlé de pas mal de dangers comme fièvre typhoïde, hépatite A, qui pouvaient être transmises par les eaux usées. Et les eaux souillées qui sont utilisées, par exemple, pour laver les végétaux et qui pouvaient poser des problèmes d'helminthe et tout. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose de très pertinent. Donc, l'assainissement des eaux, si on n'a pas d'assainissement des eaux, c'est difficile d'avoir une chaîne alimentaire de qualité, parce que l'eau, rien à faire, l'eau est nécessaire pour faire pousser les plantes, on l'utilise en irrigation, les poissons vivent dans l'eau, c'est aussi bien pour l'aquaculture marine que pour les captures, que pour l'aquaculture continentale. Tout ça tourne autour de la qualité de l'eau et donc en amont il y a certainement l'assainissement de l'eau qui est vraiment quelque chose de capital. Donc ça c'est bien ressorti de notre échange hier. Je pense qu'aussi on a mis plusieurs fois en valeur le fait qu'il fallait accorder de l'attention aux agents biologiques dans les produits de la pêche et de l'agriculture. On a cité E. coli, on a cité l'histamine et les produits carnés. Et puis, je pense qu'effectivement, ces deux premières catégories sont extrêmement pertinentes et il y a vraiment lieu de prendre ça très au sérieux. Je dirais, dans le contexte algérien. Et puis, j'étais un petit peu plus, interloqué par les autres dangers qui ont été mis en évidence. Il y en a toute une série qui sont, vous voyez, liés aux biocides, on a parlé des détergents, de l'esprit de sel, aux antibiotiques, aux pesticides et aux additifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ça? C'est que ce sont tous des dangers ou des produits chimiques qui sont soumis à une réglementation, qui sont
fabriqués par l'homme pour des usages bien précis, comme détergents, comme pour médicaments, pour protéger les végétaux, etc. Les additifs pour conserver. Et en principe, tous ces produits chimiques sont soumis à une évaluation des risques avant de recevoir une autorisation de vente. Donc, normalement, quelque part, il y a déjà un filtre qui a été établi de façon à empêcher les produits les plus dangereux d'apparaître sur le marché. Alors, donc, quand même, on les a cités beaucoup, et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils sont encore perçus comme des dangers pertinents, donc ça, c'est une leçon qu'on doit retenir. Et alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment redouté? Est-ce que c'est le danger proprement dit, ou est-ce que ce sont les mauvais usages que l'on peut faire de ces produits? Je vais prendre les antibiotiques. Les antibiotiques, en soi, c'est quand même quelque chose de très positif, ça permet de soigner les gens, etc. Donc, clairement, un antibiotique devrait plutôt rassurer. Maintenant, s'il y a des résidus d'antibiotiques, c'est que peut-être il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné tout à fait correctement, c'est qu'on n'a pas respecté des délais d'attente, c'est qu'on a peut-être exagéré dans les utilisations des antibiotiques. Et donc, mon sentiment à moi, je ne sais pas si vous le partagez, c'est que, en fait, ce n'est pas tellement le danger ici intrinsèque auquel on pense, mais c'est plutôt au mauvais usage qu'on peut en faire. Et si c'est à ça que vous pensez, je pense qu'effectivement, c'est un chantier important. Donc, c'est très bien d'avoir des pesticides, des médicaments vétérinaires, des biocides, des additifs à notre disposition pour améliorer la qualité des aliments, mais il faut bien les utiliser. Et puis, le dernier point qui a été évoqué, on a évoqué quelques produits qui étaient en relation avec les matériaux en contact avec les aliments. On a évoqué le plomb dans les canalisations anciennes, et on a évoqué le problème des phtalates dans les bouteilles en plastique qui pourraient être exposées par exemple au soleil et que le plastique se détériore, etc. Donc là, je pense qu'à la fois ici, normalement, le plomb dans les canalisations, en principe, ça devrait appartenir au passé, mais le problème, c'est de savoir, j'ai aucune idée, il y a encore beaucoup de canalisations en plomb ici. Oui. Ah oui. Donc là, ça c'est un point important. Ça c'est un point important. Donc là, ce serait vraiment bien qu'au niveau des services concernés par l'eau potable, il y ait des surveillances qui soient réalisées, pas de l'eau dans les grands puits, dans les grandes, citernes qui font la distribution, mais au robinet. C'est au robinet, parce que souvent, ce problème de contamination se fait sur les derniers mètres. C'est l'eau qui ressaille dans le tuyau juste avant d'ouvrir le robinet. C'est cette eau-là qui va se charger en plomb, et c'est la première eau que l'on va ingérer, et c'est celle-là qui est la plus chargée. Donc, si effectivement il y a encore ces problèmes de canalisation de plomb, ça devrait être une priorité. Et puis, le deuxième exercice qu'on a fait, vous savez, donc ça concernait les molécules ou les dangers avec seuil de toxicité et l'impact sur la caractérisation des dangers. Et donc on s'est rendu compte au cours de cet exercice qu'il fallait bien faire la distinction entre normes de produits, ce qu'on appelle normes de produits, et valeurs toxicologiques de référence. On a encore ici des exemples où on a des normes de produits, par exemple les nitrates dans l'eau, 50 mg par litre, c'est une norme produit, l'eau est un produit, et il y a une norme qui caractérise la qualité de ce produit, de cette eau, et donc c'est une limite maximale en nitrate, en plomb, etc. Et les valeurs toxicologiques de référence qui sont, elles, exprimées par rapport à l'ingestion quotidienne ou dans une période de temps déterminée par une personne. Et donc on a bien vu cette différence qu'il pouvait y avoir entre les deux. D'ailleurs, pour mémoire, je me demande si on ne s'est pas trompé hier, pour l'histamine, on a parlé de 50 mg. Et si je me souviens bien, pour l'histamine, c'est une ingestion en une fois. Donc de 50 mg par personne
en une occasion d'ingestion. Donc à ce moment-là, ça rejoint plus la notion de valeur toxicologique de référence que norme produit. Donc juste pour clarifier cela. Donc ce qui est important, c'est de voir par quoi c'est exprimé. Est-ce que c'est exprimé par kilo d'aliments ou c'est exprimé par personne? C'est vraiment ça là. Avec l'évaluation des risques, c'est de voir si on dépasse la norme, si on dépasse la VTR ou pas. Donc un laboratoire qui doit faire des contrôles officiels, il compare par rapport aux normes de produits. Tous les laboratoires ici qui sont représentés peuvent me confirmer ça. Quand ils font des analyses, ils comparent par rapport à une norme de produit. E. coli, pas plus que autant de CFU par gramme d'aliment. Nitrate, pas plus qu'autant de milligrammes par litre d'eau, etc., etc. Donc les laboratoires, ils contrôlent les normes. Les évaluateurs de risque, ils vont vérifier si l'exposition des consommateurs dépasse ou ne dépasse pas la VTR. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un exercice là-dessus et vous allez voir que c'est complètement différent que de juste comparer ou de contrôler la conformité ou la non-conformité des aliments. Il y a une échelle au-dessus. Je dirais que ce ne sont même pas des toxicologues, ce sont des évaluateurs de risque. Et c'est ça qu'on veut faire, c'est se former en évaluation des risques. Donc on veut maintenant, la plupart d'entre nous, on sort de laboratoire, on est fort habitué avec cette notion de norme. On veut aller plus loin maintenant, on veut faire de l'évaluation des risques, ça veut dire qu'on veut essayer d'apprécier quelle est l'exposition du consommateur, pas avec un produit, mais avec l'ensemble des produits, et voir si cette exposition du consommateur est acceptable ou pas acceptable au regard des valeurs toxicologiques des références. Faisons bien cette distinction donc, entre normes produits et valeurs toxicologiques des références. Valeurs toxicologiques des références, on est à un niveau au-dessus. Alors, on a dit aussi que s'il n'y avait pas de seuil de toxicité, alors on ne peut pas dériver une valeur toxicologique de référence parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a à un moment un risque négligeable. S'il n'y a pas de seuil de toxicité, même si on descend à des très petites concentrations, il reste toujours un effet néfaste. Et donc, de ce fait-là, on ne peut pas dériver une valeur toxicologique de référence qui dit en dessous de cette dose-là, on peut dire que la population ne subit aucun risque. Non, elle subit quand même un petit risque et donc on ne peut pas utiliser cette notion de valeur toxicologique de référence lorsqu'il n'y a pas de seuil de toxicité. Et on a vu que, par exemple, pour le plomb, alors qu'autrefois il y avait une valeur toxicologique de référence, on l'a retirée parce qu'on s'est rendu compte que cette valeur toxicologique de référence ne protégeait pas complètement la population aux petites expositions et on ne peut pas tromper les gens, on ne peut pas leur dire en dessous de cette valeur-là, il n'y a aucun risque, c'est pas vrai, il reste un risque, donc on ne peut pas utiliser cette notion de valeur toxicologique de référence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le principe ALARA. Donc on va à ce moment-là établir des normes, mais qui sont basées sur le principe ALARA, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que dans tous les produits importants qui sont consommés et qui peuvent contenir le danger, on ait les concentrations les plus faibles possibles pour protéger quand même le consommateur contre des concentrations excessives, mais faire en sorte quand même aussi qu'il reste des aliments sur le marché et qu'on ne mette pas une barrière qui fait que pratiquement tous les aliments seraient considérés comme insalubres. Alors, ça c'est quand il n'y a pas de seuil de toxicité. En revanche, quand il y a un seuil de toxicité, et on va faire une application dans la journée avec le cadmium pour lequel il y a un seuil de toxicité. Là, on peut appliquer la notion de valeur toxicologique de référence et on peut, là aussi, alors on doit aussi de toute façon fixer des normes produits, mais les normes produits, elles ne seront pas basées sur le principe ALARA, elles seront basées sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que on va étudier quand on utilise un médicament vétérinaire, par exemple, quand on l'utilise suivant les bonnes pratiques, quelle est la teneur en résidus qui peut subsister dans l'aliment. Et ces bases de données-là vont être analysées et vont permettre de fixer des normes qui sont basées sur les bonnes pratiques. Et pour s'assurer quand même qu'avec la norme qui est fixée,
il n'y a pas quand même un risque pour la santé, on va conforter la norme par une évaluation des risques, c'est-à-dire qu'on va faire un exercice et on va dire, voilà, si tous les aliments sont contaminés maintenant au niveau de la norme qui est basée sur les bonnes pratiques, est-ce que je dépasse, oui ou non, la valeur toxicologique de référence? Et il faut, bien entendu, que les normes qui sont fixées de telle façon que si on consomme les aliments en quantité normale, on ne dépasse pas la valeur toxicologique de référence. Et à ce moment-là, on peut conforter la norme. Et, comme on l'a dit, je pense, le premier jour, il n'y a jamais une connaissance qui est acquise pour toujours. Donc, en science, les connaissances évoluent et il y a toujours des nouveaux faits qui apparaissent, des nouvelles études qui sont réalisées et qui peuvent remettre en cause notre connaissance de la toxicologie des dangers et qui peuvent alors aussi remettre en cause les valeurs de DJA ou de DJT. Et si on regarde les valeurs de DJA pour les pesticides, par exemple, ou pour les grands contaminants, bien on voit qu'effectivement ça évolue dans le temps. Un nouveau produit qu'on va mettre sur le marché, alors là, ça va dépendre des applications qui sont prévues pour le nouveau produit. C'est une question très, très fine que vous avez posée là, parce que quand on met un nouveau médicament sur le marché, souvent au départ, le médicament, on va le proposer pour une frange de la population bien déterminée et pour des usages bien déterminés. Pour un antibiotique, une pathologie bien précise pour des gens bien déterminés. Et donc, on va fixer alors une valeur toxicologique de référence sur base de dossier toxicologique, etc. On va aussi fixer des normes de résidus dans les aliments, par exemple. Et dans un premier temps, on va se dire, ben voilà, si on consomme ces aliments jusqu'à la norme, est-ce qu'on dépasse la VTR, oui ou non? Et on peut, par exemple, arriver à la conclusion que tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe par après? C'est qu'on va demander des nouvelles autorisations d'usage de l'antibiotique pour d'autres maladies, pour d'autres franges de la population, etc. Et donc, avec le temps, le nombre d'aliments qui sont susceptibles d'avoir des résidus augmente. Donc il faut refaire l'exercice. Vous voyez? Donc c'est là le côté itératif. Il y a autre chose. C'est-à-dire quand on dit qu'il n'y a pas de seuil, ça veut dire que la tolérance est zéro. Non, ça ne veut pas dire que la tolérance est zéro, mais qu'on ne peut pas dire que le risque est négligeable. C'est ambigu. C'est ambigu. Alors, si c'est un produit génotoxique, alors là, ce n'est pas tolérable. Parce que on parlait du mercure, par exemple, au plan. Puisqu'on sait que, je vous ai dit hier que c'était admis, ou c'était admis et c'était connu comme contamination. Vous m'avez dit, c'est connu mais c'est pas admis. C'est ce que vous m'avez répondu hier. Oui. Et parce qu'il n'y a pas de seuil de toxicité. Mais en même temps, on sait que pratiquement tous les grands prédateurs en mer sont pratiquement contaminés. Oui. Donc quel est le pouvoir, quelle est l'approche du scientifique? La norme. La norme. Donc on fixe, pour le mercure, on fixe une norme sur le poisson. Si on dépasse la norme, ce n'est pas conforme. Si c'est en dessous de la norme, on sait que malgré tout, il y a peut-être un certain risque qui est pris, mais ce risque est acceptable. Voilà. D'accord? Donc c'est la norme qui va dire si c'est acceptable ou pas acceptable. Donc c'est les deux paramètres qu'il faut voir. La norme et la valeur toxicologique. Oui, dans ce contexte-là, oui. Aujourd'hui, au menu, donc on n'a pas encore beaucoup parlé de l'exposition du consommateur. Et ce matin, on va passer un peu de temps sur cet aspect-là. Ensuite, la dernière étape de l'évaluation des risques, c'est la caractérisation des risques. Et on va voir un peu comment on peut s'y prendre. Et surtout, comment communiquer cette caractérisation du risque via la rédaction d'un avis scientifique. Après-midi, donc en fin d'après-midi, il y aura l'évaluation des connaissances acquises, il y aura aussi votre thèse d'évaluation, et puis donc nous aurons une synthèse de l'atelier et il y aura la remise des certificats de participation. Mais surtout, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice pratique, donc un cas concret d'évaluation des risques, et pour ça, on va s'inspirer d'un avis qui est sorti récemment, qui a été publié par l'EFSA. Et on va essayer, grâce à cet avis, de se familiariser davantage encore avec la méthodologie. On va surtout refaire certains calculs, donc nous-mêmes, tous ensemble ici,
ou par groupe de 2-3, on va refaire certains calculs pour vraiment se familiariser avec ce jeu d'unités et faire en sorte donc on exprime bien les quantités avec les bonnes unités. Et puis on va surtout aussi attirer notre attention sur des pièges qu'il faut éviter, des contrôles qu'on doit réaliser pour être sûr donc, que les calculs sont justes et que les résultats obtenus sont bien correctement exprimés. Donc c'est vraiment un truc très pratique qu'on va faire.